Le journal hebdomadaire Al-Dakar Presse a le grand plaisir et le grand honneur, et nous remercions Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Osman Amadossé, l'ambassadeur du Mali, qui nous a donné cette occasion pour venir chez lui pour cet entretien. Cet entretien dans lequel on va éclaircir beaucoup de choses avec notre pays frère, le Mali. Première question, Monsieur l'ambassadeur, Votre Excellence, comment se portent les relations entre le Mali et le Maroc? Bien, merci de me donner l'occasion de parler de nos relations avec le Maroc. Elles sont au beau fixe. Les relations entre le Maroc et le Mali se portent très bien, parce qu'il y a une coopération très ancienne qui lie les deux pays. Si vous permettez, je peux faire un petit rappel historique en rappelant que les relations entre les deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. En remontant un peu d'histoire, on peut se souvenir que depuis les 15e et 16e siècles, il y a des relations assez particulières qui ont toujours lié les deux pays. Pour rappel, je parlerai simplement du passage du sultan Mansour au nord Mali, Tombouctou, à Gao. Tombouctou, oui. Sans compter également le commerce caravanier qui a existé entre ces deux pays-là. Et cette présence du sultan Mansour a amené une espèce de brassage entre les populations. Tant et si bien qu'au jour d'aujourd'hui, à Tombouctou, tout comme à Gao, il n'est pas rare de trouver des souches marocaines, une population d'origine marocaine. Donc c'est des liens qui se sont tissés depuis l'histoire. Des siècles, oui. Et pour remonter encore un peu plus proche, je rappellerai également les relations qui ont existé entre le président Modibo Keïta, le premier président du Mali, avec le roi Mohamed V. Des relations de franche collaboration, de fraternité, à tel enseigne que ces deux dirigeants, avec l'accompagnement des présidents Sékou Touré, Kwame Nkrumah et même de Gamal Abdel Nasser, ont créé le groupe de Casablanca, qui à l'époque, de tous les groupements qui existaient en Afrique, c'était un des groupements les plus progressistes, qui déjà à cette époque-là privilégiait la coopération entre tous nos pays. Et c'est à partir de ce groupe-là, de Casablanca, qu'on peut parler de la création de l'Union, de l'organisation de l'Union africaine. Et au jour d'aujourd'hui, on est arrivé maintenant, par suite de mutations que l'Afrique a connues, des ajustements, on a eu à créer l'Union africaine. Et pour ce qui concerne les relations entre le Mali et le Maroc, je disais tout à l'heure qu'elles sont au beau fixe. Je peux vous dire, ne serait-ce que si on parlait de la coopération, elles sont multiformes. Monsieur l'ambassadeur, qui est ce que vous pouvez nous dire sur le retour du Maroc en sein de l'Union africaine? Ce retour-là tout à fait naturel. Le Maroc n'a fait que rejoindre sa famille naturelle. Et c'est un retour triomphal qui a été salué partout, par tous les pays, parce que nous savons d'où est-ce que l'Union africaine, d'où ça vient. Ça procède de la mutation de l'Union africaine, de l'organisation de l'Union africaine, dont le Maroc était un des pays fondateurs. Donc c'est un retour tout à fait naturel, que nous saluons à sa juste valeur et à sa juste mesure. Nous en sommes tous satisfaits. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que le printemps arabe avait une influence sur la vie politique et économique de Mali, en Mali? Est-ce que le printemps arabe a eu une incidence sur la vie politique au Mali? Non. Parce que bon, qu'est-ce que le printemps arabe? C'était un printemps, une révolution qui a germé d'abord en Tunisie et qui a fait éclore dans certains pays. Je suis au Maroc. Si je me fie à ce que j'ai vu ici,
c'est que ce prétend-là n'a pas éclos. Pourquoi? Parce que bon, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est un visionnaire, un bâtisseur, qui a senti le vent venir, mais qui est passé au-dessus du Maroc, parce qu'il a su prendre les mesures qu'il fallait. Maintenant, pour ce qui concerne mon pays, il n'y a pas eu d'incidence. Votre Excellence, le Mali est le plus riche et le plus fort pays de l'Afrique occidentale. Surtout, c'est un pays riche en or et en uranium. Mais quelles sont les principales raisons de ces problèmes et sa chute, ces crises actuelles? Bon, vous me faites l'honneur de dire que le Mali est le pays le plus riche de l'Afrique. De l'Afrique occidentale. De l'Afrique occidentale. Oui. Bon, vous m'envoyez ravi, mais je garde les pieds sur terre. D'accord. Je sais les difficultés auxquelles mon pays est confronté. Et mon pays a beaucoup souffert de la crise qu'on a connue en 2012, où les 2 tiers du pays étaient occupés par une évasion de djihadistes. Oui. De djihadistes qui se disent combattants de l'islam, mais en fait, c'est un islam que eux seuls connaissent, mais qui n'a rien à voir avec le vrai islam. On a connu cette difficulté grâce à l'accompagnement de la communauté internationale, de la France en particulier, des pays africains. Au jour d'aujourd'hui, ce péril-là a été contenu. Tout ce qui reste en ce moment, c'est le combat d'arrière-garde de groupes isolés qui se sont fondus dans la population. Mais pour le moment, c'est en bonne voie. C'est un combat d'arrière-garde, un combat de desperado, qui savent très bien que leurs jours sont comptés. Tout ce qui nous importe, nous, c'est de recouvrir la paix dans notre pays, parce que sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Donc, à cet égard-là, je salue également l'intervention d'un pays ami qui est voisin au Maroc et au mien propre, l'Algérie, qui a apporté son concours pour qu'on puisse mettre en place les accords d'Alger, qui à terme permettront au Mali de recouvrir toute la stabilité nécessaire. Oui. Et à partir de là maintenant, on pourra vraiment faire face au problème de développement. Maintenant, des rumeurs les plus fortes circulent sur des prétendues richesses au Nord-Mali, mais il faudrait voir d'abord. Jusqu'ici, c'est des rumeurs, il y a quelques indices, mais le temps viendra où on pourra les vérifier. Mais ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, c'est d'avoir la paix. Oui. Une fois la paix recouvrée, les problèmes de développement vont suivre. Parce qu'il est évident que sans la paix, on ne peut rien entreprendre. C'est ce qui nous implique à ce moment. Monsieur l'ambassadeur, chaque jour, nos frères africains se suicident dans les océans européens. Ce qui constitue une honte pour nous, ce qui touche. Quels sont les efforts que déploie le gouvernement malien avec nos amis, les autres pays africains, pour arrêter ce phénomène? Ce n'est pas seulement la honte, mais c'est un véritable désastre. Un drame humain qu'aucun Africain ne peut supporter. Il y a un phénomène qui est propre à pratiquement tous les pays, c'est le problème du chômage, le problème des jeunes. Nous, on a été confrontés à ce problème-là depuis longtemps. On a mis en place des structures pour l'accompagnement de ces jeunes qui, au lieu de rester chez eux, parce que si on regarde bien, c'est une question de volonté. Au jour d'aujourd'hui, dans mon pays, il y a des potentialités. Le Mali est un pays agricole. Beaucoup d'espace, beaucoup de terres qui peuvent faire nourrir tous ces jeunes-là. Oui. Seulement, ils sont omnibilés par ce que c'est que l'Europe. Ils sont victimes des images que nous voyons sans arrêt, nous montrant un monde merveilleux, un monde où c'est le Pérou,
où tout peut se gagner. Alors qu'en réalité, ces pays-là d'aujourd'hui, les pays européens, eux-mêmes, croulent sur le problème de chômage des jeunes. Je le vis ici parce que le Maroc, c'est devenu une terre d'accueil suite à la décision de Sa Majesté de régulariser les immigrants qui sont ici. Nous avons souvent l'occasion de les rencontrer en essayant de leur expliquer que ceux qui vont chercher en Europe n'existent plus. C'est un mirage. C'est un mirage, ça ne débouche sur rien du tout, c'est des drames. Chaque pays essaie de trouver des mesures idoines. Pour nous, ça ne passera pas le développement. Tant qu'on arrivera à développer, à proposer des emplois à nos jeunes, on pourra éventuellement arrêter ce phénomène-là, ce fléau-là qui ne nous honore pas du tout. C'est un travail de longue haleine. Je pense qu'à terme, avec l'aide de Dieu, nous pourrons un jour arriver à faire comprendre à ces jeunes que cette aventure-là est vraiment une aventure sans espoir et sans véritable issue. Nous essayons de leur faire comprendre à chaque fois que nous les rencontrons ici. On les a organisés, ils ont le bureau. Très souvent, on discute avec eux. Et c'est avec plaisir parfois que je signe de laisser passer de certains immigrants qui décident maintenant de rentrer au pays. C'est la seule voie, c'est la seule solution. Qu'ils viennent au Mali, qu'on travaille ensemble, on va s'en sortir ensemble. C'est ce que nous souhaitons. Les politiques que nous employons en ce moment, on a un département qui est chargé des Maliens de l'extérieur, qui s'y emploie, qui organise également souvent des retours au pays. C'est un travail de longue haleine qui finira par porter ses fruits. C'est mon espoir. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accord de paix et de réconciliation présidé par le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maga, et quand sera-t-il mis en œuvre? Non, l'accord de paix est en marche. Ça fait 2 ans maintenant que ça a été signé. Si on regarde bien la situation avant, c'était des conflits armés, des affrontements à longueur de journée. Au jour d'aujourd'hui, sur le terrain, il y a un calme. Il y a un calme, même si c'est relatif, mais au moins au jour d'aujourd'hui, le calme est là. Les accords ont été signés par le groupe armé, par le gouvernement du Mali. Chacun s'applique maintenant à ce que cet accord-là devienne effectif dans sa réalité la plus totale. Il y avait 3 jours la signature d'un accord de défense collective entre les pays africains. Ça fait 3 jours. Non, même pas 3 jours, il y a quoi? 2 jours. C'était samedi dernier. Samedi, exactement. Au niveau du G5, qui est également aussi une réponse à cette situation de sécurité latente qui prévaut dans notre Sahara, dans notre zone du Sahel. Il s'agit de 5 pays qui sont confrontés à ce problème-là. Je crois que la décision de créer une force mutualisée, ces 5 pays-là mettent ensemble leurs moyens avec l'accompagnement de la France qui a obtenu l'accord du Conseil de sécurité. Ça a été accepté par l'Union africaine. Je pense que le dernier sommet qui vient se tirer à Bamako porte beaucoup d'espoir pour arriver finalement à éradiquer ces troubles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les groupes armés qui interviennent au Mali, soit des djihadistes, Al-Qaïda, donc une espèce de groupement sous le couvert de la défense de l'islam qui n'en est rien du tout. Actuellement, une fois que ces forces-là seront opérationnelles, d'ailleurs d'ici le mois d'août, elles sont mises en place, sera une réponse efficace. Même si jusqu'ici il y a quelques résistances de la part de certains pays développés quant au financement, mais je pense que chacun des 5 pays mettra quelque chose en place, chacun mettra une contribution financière, au moins cette force-là va démarrer. Une fois qu'elle va démarrer et qu'elle montrera ses résultats sur le terrain, amènera peut-être
le Conseil de sécurité à revoir sa copie. Parce que il y aura à peu près une force de 5000 soldats qui seront là, qui seront appuyés par Barkhane, la force française, et puis l'aménagement. Je pense qu'une collaboration assez forte entre ces différents groupements, je pense que nous aurons des résultats vraiment palpables et fiables. L'actuel Premier ministre qui vient d'arriver, qui a pris ses fonctions récemment, a fait un bon début. Il y avait une tension sociale qu'il a réussi à juguler parfaitement. Je lui fais confiance. C'est un homme de rigueur qui sait là où il doit. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi certains mouvements politiques sont-ils contre la révision de la Constitution au Mali? C'est d'autant plus surprenant que ces groupements ont tous adhéré à cet accord d'Alger. Ils étaient tous d'accord. Mais la dernière déclaration du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de leur dire qu'ils se montrent ceux qui sont contre les accords d'Alger. Au moins qu'ils le manifestent. Ce qui est demandé dans la Constitution n'est en fait qu'une reconnaissance de l'accord d'Alger. C'est se conformer aux exigences qui sont contenues dans l'accord d'Alger. C'est ni plus ni moins. Ils sont en train de travestir la vérité pour dire que le président cherche un moyen contourné ou dilatoire pour renforcer ses pouvoirs. Mais que Neni n'en est pas question du tout. Pas question. Simplement, c'est pour respecter un engagement qui a été pris. Et c'est tout. Se conformer aux décisions qu'on a librement signées. Et rien d'autre. Et cette réforme va se faire. C'est un engagement du président. Il ne veut pas se délier. Et ça, je le comprends parfaitement dans cette position-là. Monsieur l'ambassadeur, après l'attentat des sites touristiques, la France commence à se soutient le Mali maintenant, avec l'intervention de Macron, mais certains mass-médias au Mali, elles parlent de l'échec de l'intervention française au Mali. Quel est votre avis? Ceux qui parlent de l'échec de l'intervention française au Mali, je leur laisse cette assertion, qui n'est nullement la position du Mali, nullement la position des Maliens. Nous avons eu l'occasion de saluer l'intervention française. Quand ils sont arrivés en 2013 à Kona, au nord Mali, je le dis souvent, et puis on le dit entre nous, le Mali est un pays béni. Parce que c'était une extrême urgence. C'était limite. Mais la France est intervenue pour mettre hors d'état de nuire cette horde de djihadistes. Effectivement, il y a un beau président au Mali, en France, qui a fait des déclarations qui poussent à l'optimisme. Je reste convaincu qu'avec la détermination du nouveau président, qui a pris des engagements très forts, des déclarations très fortes, ne taisait que son premier voyage en dehors de France, c'était à Gao, pour conforter la troupe française là-bas et rencontrer le président du Mali, pour essayer de trouver une formule idoine pour que cet accord-là puisse produire tous ses effets. Personnellement, je reste persuadé qu'avec le président Macron, les choses vont aller autrement, vont aller plus vite, seront plus efficaces. Tout à fait. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous dire à l'avenir de la continent africain et quel est le message donnez-vous à notre frère africain? Bon, vous savez, actuellement, le monde est devenu un gros village. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde cherche à se regrouper. L'avenir appartient au grand groupe. Les États, je ne dirais pas microscopiques,
mais un État pris individuellement, seul, dans ce tourbillon économique qui se fait partout, a très peu de chance de s'en sortir. Comme on dit, l'union fait la force. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a un continent qui aujourd'hui affiche des taux de croissance, c'est bien l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, l'Afrique c'est l'avenir du monde. Il faudrait que nos dirigeants s'investissent de ce problème de coopération. Il faudrait que nous mutualisons nos forces. Tout est dans l'union. Sans l'union, tout est précaire, tout est insignifiant. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la conscience élevée de tous nos dirigeants aujourd'hui tend vers cette union. Ce sera notre salut. Actuellement, au niveau dans notre sous-région, la CEDEAO fait ses preuves. Fait ses preuves dans le cadre d'une intégration remarquable, à tel enseigne que l'espoir est permis pour tout le reste du continent. Actuellement, tout le monde tend vers cette force. Nos dirigeants anciens, notamment le président Kwame Nkrumah, le président Modibo Keïta, qui même a fait mettre dans notre constitution que le Mali est prêt à céder une partie de son souveraineté, ne serait-ce que pour l'Union africaine. Mais je crois que c'est le seul slogan qui mérite d'être poussé pour que l'Afrique se retrouve, l'Afrique crée son unité, elle sera encore plus forte, surtout quand elle commence à parler d'une seule voix. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous parler, nous, comment la démocratie dans notre pays, le Mali? Je peux dire que pour l'installation de la démocratie au Mali, le Mali a dû payer un prix très fort. C'est suite à la révolution de 1991. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la démocratie était un long combat. Si on prend l'exemple de ce qui se passe en Europe, il y a plus de 200 ans qui sont là-dessus. Nous, on est tout récents là-dedans. On est obligé de tenir compte de notre culture, de notre développement. Au jour d'aujourd'hui, nous tendons vers une véritable démocratie. Nous avons mis en place des parlements, des élections qui sont dans l'ensemble se passent normalement. Les structures indispensables pour un bon fonctionnement de démocratie, chaque pays est en train de l'installer partout. L'indépendance de la justice, la répartition équitable des revenus, un développement économique maîtrisé. Je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans mon pays, on peut parler d'une véritable démocratie. Même si parfois il y a des débordements, mais ça va avec ça. C'est incontournable. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que nous pouvons parler un peu de sport? Oui. Est-ce que vous êtes sportif? J'ai été sportif. J'ai été sportif et puis surtout un passionné de football. Football. Est-ce que tu peux nous parler à l'équipe nationale de l'équipe nationale de Mali? Étant donné que nous devons nous rencontrer prochainement, je ne dévoilerai pas des renseignements bien précis, mais seulement c'est que nous avons une équipe très jeune, très très jeune, qui est en train de trouver sa voie, qui a été même champion d'Afrique 2 années de suite. Donc c'est le paysage que le Mali fera parler de lui très bientôt dans le concert des grandes nations pour le football africain. Monsieur l'ambassadeur, je veux poser une question. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que vous aimez dans ta vie? D'abord de vivre en bonne santé, et en bonne intelligence, avec ma famille, avec mes amis, avec tout le monde. Du genre de tu plais, merci. Et à notre fois, si vous le dire. Oui, avant de clore cette interview, un dernier mot sur l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Dernier mot. Bon, j'aurais voulu quand même mettre l'accent sur nos relations avec le Maroc, parce que je suis au Maroc depuis 3 ans. C'est un pays, avant même d'être ambassadeur ici, que je connaissais un peu, parce que à l'époque, quand j'étais étudiant, tous les vols d'Air Mali
faisais escale à Rabat Salé. Et puis j'ai eu l'occasion également de venir au Maroc dans les années 85. À l'époque, je travaillais pour le compte Sofitel Amitié. Et j'ai pu me rendre compte de l'évolution du Maroc sur le plan gastronomique, pendant ce séjour-là, sur le plan culturel. Mais j'avoue que, à ma prise de fonction, j'ai été absolument subjugué par ce que j'ai vu au Maroc. C'est un pays qui va à 100 heures, qui a la chance d'avoir un souverain bâtisseur, comme on dit aussi, le roi des pauvres. Je me suis beaucoup intéressé sur le plan de la formation professionnelle, parce que, quand même, c'est un pays qui n'a ni pétrole ni gaz, mais qui affiche des résultats extraordinaires. Sur le plan des infrastructures, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est parlant, qui est visible. Mais je dis, mais dans ce cas, il vaut mieux qu'on en profite. Parce que quand je regarde au niveau de la classe dirigeante, le cadre marocain, ils ont été formés dans toutes les grandes écoles. Polytechnique en France, Centrale, MIT aux États-Unis. Ça prouve que le choix qui a été fait dès le départ, c'est de promouvoir les ressources humaines. Je crois que c'était la meilleure démarche. Et moi, c'est mon objectif de faire en sorte que nous puissions profiter de l'expertise marocaine et de profiter également de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que j'ai au moins 48 Maliens qui sont disséminés un peu partout au Maroc dans les centres de formation professionnelle. C'est une bonne chose, sans compter le nombre d'étudiants que nous avons ici, le nombre de médecins qui sont en formation. L'exemple marocain, c'est un exemple qu'il faut suivre, qui m'intéresse. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cet entretien avec un ami, un pays ami frère. Et on espère vous revoir la prochaine fois, d'ici 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de problème. Vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci gentil. Bien. Ouais, ça va bien. Au revoir.